16-17 ans, faire les stages équipe de France cadette, c'est déjà super beau. De chanter la Marseillaise, représenter son pays, c'est quelque chose de fort. On faisait des conneries ensemble et on s'est jamais fait choper, donc c'est plutôt drôle. Et on était jusqu'à vraiment... ce soir, du coup. Je lui ai mis un 100%, 6 tirs sur 6. Non, menteuse 0, elle était à 0%. Le haut niveau, ça tombe pas du ciel. Et au final, quand l'homme m'a appelé, j'ai compris que ça devenait de plus en plus sérieux. Elle a peur, non mais ça fait 4 jours qu'elle ment pas. On prend le micro là? Bon, ouais, il est où le micro? Là, juste là. Bah, du coup, vous allez vous le partager. Ah, avec grand plaisir. Oh, il y a une petite bouteille d'eau et tout. Vous avez une petite bouteille d'eau. C'est important de bien parler dans le micro pour qu'on entende. T'as entendu? Ouais. Bon, l'objectif de l'interview, c'est d'apprendre un peu à vous connaître, de parler de votre parcours. Et l'idée, en fait, je vais publier ce contenu pour essayer d'inspirer des joueuses potentielles qui voudraient monter dans le hand. Bon, comment s'est passé votre match qui vient de se terminer à l'instant? Défaite d'un but contre Sambre. En vrai, ça a été un bon match de travail parce qu'on ne s'attendait pas à faire une telle performance. C'était notre objectif parce qu'on sait qu'on a beaucoup de choses à régler. Arrête de rigoler. C'est le président qui me fait. On a beaucoup de choses à travailler avant le match du 6 janvier qui est hyper important pour nous. Donc aujourd'hui, c'était aussi une prise de marque, pouvoir travailler la défense qui aujourd'hui est notre axe principal parce qu'il faut qu'on resserre un maximum sur le secteur central. Et cette défaite d'un but, je pense qu'on aurait largement mérité le match nul parce que voilà, on s'est donné à fond, même si on a eu 15 minutes de trop en début de match. C'était pas forcément représentatif de l'énergie qu'on a donnée après sur le terrain pendant les 60 minutes. Comment tu t'es senti, toi, Agathe? Tu fais 2 sur 3 en première. Moi, je me suis Tu cours beaucoup, je t'ai vu faire beaucoup de replis défensifs. Ouais, j'ai essayé de replier un maximum pour aider les gardiennes parce que notre petit défaut, c'est qu'on a du mal à replier en général. Donc bon, il faudrait peut-être un peu aider les gardiennes. Mais sinon, c'était, comme Sarah l'a dit, c'était vraiment un match de travail où l'objectif, c'était vraiment de reprendre les stratégies, les mettre en place. Voilà quoi. Ok. Bon, Agathe, on va commencer par toi. Je vais te faire une présentation rapide. Tu as 23 ans, tu as commencé au handball club de Bousbecq-Vervic. C'est ça. À 14 ans, tu as atterri à l'homme jusqu'à de la nationale 1 féminine. À 22 ans, donc l'année dernière, tu es allé à Arnes. Et cette année, donc à Saint-Grégoire. Aujourd'hui, le bilan, vous êtes 8e sur 13 en 2D2 féminine, avec un bilan de 3 victoires et 5 défaites. Et tu es à 2,3 buts en moyenne par match. Comment tu te sens depuis le début de saison à Rennes? Je me sens bien. On est une équipe qui est plutôt soudée. On est bien soudés, on s'entend bien, donc ça c'est vraiment un bonus quand on change de région. Des fois ça peut être un peu compliqué, mais pour le coup ça s'est super bien passé les 6 premiers mois. Et tout se passe bien. Je suis contente, je pensais pas pouvoir évoluer autant, mais j'ai encore du potentiel et je suis contente de pouvoir l'appliquer. Et je pensais pas non plus être appelée en D2 et au final ça s'est fait et j'ai ma place, donc je suis plutôt contente. Cool. Sarah, on va passer sur toi. Alors, tu as été formée au club des Youths au nord de Metz, comme ça qu'on prononce. Ouais. À 18 ans, tu es allé à la JDA Dijon. J'ai noté 14 matchs en LBE, Ligue Butacaz et Énergie. C'est ce que j'ai vu sur les statistiques. Sûrement. À 22 ans, tu bouges à Hauteville-sur-Mer où tu fais 9 matchs en D2 féminine. Ouais. 23 ans, Chambray-Touraine, où tu es 3e gardienne. Et là, depuis un mois, donc, tu as décidé de rejoindre Saint-Grégoire-Rennes en remplacement de Marie-Jana Marcotta, c'est ça? Qui attend un heureux événement. Donc voilà. Donc ça fait un mois que tu as intégré l'effectif? Ça fait moins d'un mois. Moins d'un mois? Ça fait exactement... Là, c'était ma 2e semaine au club. D'accord. Après, avant Chambray, il y a eu la petite aventure à Clermont-Ferrand.
où ça a été très vite écourté pour des décisions un peu personnelles. Okay. Mais voilà, depuis 2 semaines maintenant, je suis rennaise. J'ai intégré la Bretagne, une équipe franchement au top. J'étais super bien accueillie, très vite intégrée. Et je pense que ça peut aussi se ressentir sur le terrain. Aujourd'hui, si je fais des arrêts, c'est parce que je suis à l'aise avec elles et qu'elles me font aussi confiance, donc ça fait du bien. Et ça s'est vu ce soir. Bon, allez, première question. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans le handball et à essayer d'atteindre ce niveau? Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Vas-y, tu peux y aller. Alors moi, j'ai commencé le hand pour jouer avec les copines. Donc Okay. Vraiment au départ, c'était jouer avec les copines à l'UNSS, au collège. Et très rapidement, c'est devenu sérieux. On est venu me chercher au pôle et c'est peut-être à partir de ce moment-là où je me suis dit j'ai envie de continuer. Puis au final, quand j'étais encore à Ute, sur ma dernière année, j'ai intégré la Nationale 3. Puis à 17 ans, faire mes premiers matchs en D2. Et franchement, c'est un pur kiff. À 17 ans, faire de la D2. À 18 ans, j'intègre Dijon. J'ai eu la chance de faire mes premiers matchs en D1 et dès le début de championnat, pardon. Donc jamais rien lâché. Pour moi, c'était la base. J'avais envie de continuer et jouer aujourd'hui, c'est de un plaisir. C'est aussi pour rendre fiers mes proches et tous ceux qui m'ont entouré et surtout pour faire rêver les plus jeunes à croire en leurs rêves parce que tout est possible. Peu importe le parcours qu'on a, tout est possible. Agathe, ton parcours? Alors moi, mon parcours, il est très atypique parce qu'en fait, on est venu me chercher dans un tournoi de handball. C'était à l'école en CM1. On m'a dit comme quoi je devrais essayer le handball. Donc moi, j'ai commencé à m'y mettre. Je faisais déjà 2 sports à côté, donc c'était un peu compliqué au début de gérer tout ça. Et ensuite, du coup, j'étais à Bousbecq et j'ai fait le comité league. Donc moi, c'était un pur kiff, les stages, etc. J'adorais partir en stage, retrouver du coup des copines qui sont encore actuellement des copines. Et au final, quand l'homme m'a appelé, j'ai compris que ça devenait de plus en plus sérieux. Et du coup, j'ai continué à m'entraîner pour. Et petit à petit, j'ai toujours progressé et on m'a appelé à Armes pour jouer en N1 parce qu'avec l'homme, j'ai pas eu énormément de temps de jeu en N1. Du coup, je me suis dit je vais rester à Armes tranquillement. Et au final, je me rends compte que on m'a appelé en D2 et je me suis dit je vais tenter l'expérience. Et du coup, voilà, et je suis partie. Est-ce que chacune, vous pouvez me parler de votre meilleur souvenir de handball? Alors mon meilleur souvenir, ce sera pas un moment, mais ce sera une personne. Ce sera Ninon Lavroche. Parce qu'en fait, c'est une super copine à moi. Et quand j'étais en moins de 13, en moins de 15 et en moins de 18 France, j'ai toujours passé des moments incroyables avec elle. On a toujours rigolé, on faisait des conneries ensemble et on s'est jamais fait choper, donc c'est plutôt drôle. Et on jusqu'à était ce soir, vraiment... du coup. Oui. Mais ça a été vraiment la personne, je voulais continuer le hand pour elle. Mon meilleur souvenir, franchement, ça serait super dur de se stopper à un seul. Parce que à 16-17 ans, faire les stages équipe de France cadette, c'est déjà super beau. De chanter la Marseillaise, représenter son pays, c'est quelque chose de fort. Après, forcément, il y a le premier match en D1. Et je pense que je pourrais rajouter 3 personnes qui seraient du coup mon entraîneur de formation de Dijon qui est Anthony Favier. Je pourrais rajouter mon entraîneur de Ute, Christophe Frattini. C'est lui qui m'a vraiment aidé à avancer. C'est lui qui a fait un peu une espèce de détection. Et il m'a toujours suivi et une personne... la dernière personne que je pourrais citer, c'est Gauthier Boivin, c'est comme un grand frère. Donc grâce à ces 3 personnes, j'ai pu avancer comme je le voulais. Alors il y a des hauts, il y a des bas, mais je pense que ce serait vraiment ça. Ok. Est-ce que vous avez dû faire face, quel est le plus gros défi auquel vous avez dû faire face pour arriver au niveau où vous êtes aujourd'hui et comment vous l'avez surmonté? Une carrière, il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas. Il y a les blessures, pour ma part. J'étais blessée pendant 2 ans et demi d'affilée. À Octeville, c'est pour ça que je fais que 9 matchs. Je me suis blessée en début de saison et ça a été ma dernière grosse blessure. Après, il y a aussi, je pense,
certain mental de certaines personnes, certains clubs. Et des fois, on ne cherche pas forcément à nous tirer vers le haut. On essaye de nous mettre à l'épreuve et c'est vraiment celui qui résiste le plus qui réussira en fait. Et c'est vraiment ces deux défis-là. C'est la concurrence un peu, je vais dire, malsaine et les blessures. C'est quoi la question déjà? Quel est le plus gros défi auquel tu as dû faire face pour arriver au niveau où tu es aujourd'hui? Alors moi je dirais c'est moi-même parce que je suis très exigeante avec moi-même et du coup je peux m'en vouloir pour des choses qui sont minimes et en demander toujours plus. Ça veut dire des fois je peux faire des bons matchs mais ce sera pas bien pour moi et je serai contre moi pendant quelques jours parce que je vais m'en vouloir de pas avoir fait un bon match. Est-ce que vous auriez 3 conseils que vous donneriez à une joueuse qui aimerait progresser? Quels sont les aspects fondamentaux à prendre en compte pour performer? S'entraider, bordel de merde. Déjà, la motivation. La motivation, c'est super important. Si t'es pas motivé en général, que ce soit pour aller aux entraînements, parce que c'est à partir de la D2, même la N1, ça peut être des gros déplacements. Donc si t'es pas motivé, on le verra sur le terrain et pas de motivation, pas de hand. Donc des 3 conseils à donner à une joueuse pour progresser? Alors il y a la motivation, il y a surtout l'exigence envers soi-même. Parce que si on n'est pas hyper rigoureuse dans son travail, c'est même pas la peine d'y penser. Le haut niveau, ça tombe pas du ciel. Et après, le plaisir. C'est important aussi. Okay. Est-ce que vous travaillez individuellement certaines choses en plus des séances d'entraînement avec le groupe? Viens ma star. Viens ma star. Alors il veut pas se montrer, mais ici il y a JP, c'est notre star. JP, viens. Viens là. Voilà. Donc là il y a JP, notre star, qui s'occupe très bien des gardiennes. Je suis arrivée il y a 2 semaines et franchement, cœur sur toi. Voilà. Après on fait beaucoup de vidéos et du travail physique avec Mathieu qui lui est resté à Rennes malheureusement. Ok. Et toi, est-ce que tu travailles des choses individuellement en plus de l'entraînement de groupe? Ce qui est bien, c'est qu'on a Malo, le deuxième coach de hand du coup, qui s'occupe beaucoup de la vidéo. Et ce qui est cool, c'est qu'on a le droit de demander des vidéos individuelles pour pouvoir s'améliorer et pour pouvoir faire mieux et pas se faire engueuler par les coachs si on fait pas bien. Et mieux comprendre le pourquoi du comment ça n'a pas fonctionné ou autre. Et justement, dans cet ordre d'idée, est-ce que vous pouvez prendre un exemple d'un détail spécifique que vous pouvez travailler à l'entraînement pour développer une compétence clé? Est-ce qu'il y a des choses de cet ordre? Pour Agathe, c'est le tir sur moi. Je lui ai mis un 100% quand on a fait le match vendredi, 6 tirs sur 6. Rappelle-moi ton pourcentage vu de mon premier jour. 10 sur 10. Non, menteuse 0, elle était à 0%. Non, il y a plein de petits défis avec les joueuses. Moi je sais que je suis assez joueuse avec les ailières parce que c'est là où on peut vraiment rentrer dans une espèce de compétition. Ouais. Donc autant pour elle que pour moi, en fait tout ce que je vais proposer ou ce qu'elle va me proposer, ça va nous aider à progresser mutuellement en fait. Et du coup tu parles du jeu avec les ailières, c'est beaucoup aussi un travail mental. Est-ce que vous travaillez mentalement? Est-ce que vous faites de la visualisation par exemple? Est-ce que des choses comme ça vous parle? Alors moi pas du tout. Je le dis, c'est pas que j'aime, c'est pas que je suis contre, mais j'aime pas trop. Okay. Donc moi je le fais pas. Moi je me bats déjà assez contre moi-même. Et justement, ça peut être une manière, hop, t'as loupé un tir, tu visualises, tu te mets dans un mental de visualisation où tu l'as réussi et la fois d'après tu le mets. Alors du coup quand je loupe, on va dire je loupe un tir, avant non, mais maintenant j'essaye de me remettre dans le match et de me dire c'est pas grave, t'as le droit de louper, mais après il y a des tirs à pas louper, c'est le mental, c'est compliqué. Personnellement c'est très compliqué. Quel impact le public ou vos proches peut avoir sur votre jeu, votre performance? Est-ce que ça joue beaucoup? Est-ce que c'est une source de motivation supplémentaire? Alors moi, par rapport à mon père, j'ai toujours voulu rendre fier mon père et j'ai atteint un niveau là où je sais qu'il est très fier de moi. Et quand il est dans les tribunes, j'ai pas le droit de me louper.
C'est-à-dire que là, le premier match que j'ai fait en championnat à domicile, mon père il est venu jusque Rennes et j'avais pas le droit de me louper parce que mon père était dans les tribunes et c'était vraiment c'est ma façon de penser et j'ai besoin que mon père soit fier de moi après les matchs, sinon ça va. J'ai vraiment ce besoin-là parce que je veux rendre fier mon père. Et toi, les proches, le public, Sarah? Moi je trouve qu'un public c'est vachement important parce que ça nous porte. Après mes proches, j'ai pas cette chance-là d'avoir mes proches auprès de moi et qui viennent me voir. Après c'est aussi un deal entre eux et moi, c'est qu'ils viendront jamais me voir. Parce que pour eux ça les stresse, moi ça me met pas forcément à l'aise. Mais je sais que derrière ils sont hyper fiers. Ok. Bon, parlons équipement. Quelles chaussures utilisez-vous et est-ce qu'il y a des critères de choix? Vous êtes toutes les deux chez Mizuno, Momentum pour toi? Mizuno. T'es sur la voltage? La même collection. Ouais. Alors est-ce que comment vous les choisissez vos chaussures? Ah moi il faut que je sois hyper bien dedans. Ok. Je sais que la Momentum ça fait pas mal d'années maintenant que je les utilise parce que c'est comme des chaussettes et elles sont hyper légères pour moi. Et c'est ce qui me convient le plus en tout cas. Hyper légère. T'as regardé d'autres modèles gardiens ou t'es vraiment resté? Je suis passée par les Adidas, les spéciales. Ouais. C'est beaucoup trop plat et je m'en suis rendu compte une fois que j'étais à Dijon parce que j'ai eu des périostites. J'ai changé, après je suis passée chez ASICS, mais les modèles qui m'intéressaient, j'en avais plus et après on m'a proposé la Mizuno. T'as vu que Mizuno a fait une chaussure spéciale gardien cette année, qui s'appelle la Wave Goalkeeper? J'ai pas du tout vu. Elle est sortie cette année. Je regarderai. Je t'enverrai si tu veux. Et toi, Agathe? Moi, j'ai fait Adidas et après je suis partie dans les Mizuno parce que j'ai fait des entraînements avec et elles sont plutôt légères. Et moi j'aime bien quand c'est léger et que c'est souple. Genre c'est souple. Donc c'est plutôt cool. Et j'ai toujours pris ces les voltages. Ouais. J'ai toujours pris ça parce que ça marche bien pour l'instant. Je fais des bons matchs donc je garde. T'as essayé la Lightning aussi? Pas encore? Non. Ok, c'est la gamme au-dessus. C'est la gamme au-dessus? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres équipements que vous utilisez? Des boosters. Donc les manchons de compression pour les mollets? Ah, ok, les manches de compression ouais, pour les mollets. T'inquiète, c'est le côté commerce qui est bien. Et du coup, qui te permettent de maintenir les mollets pour réduire la fatigue. Parce qu'en ce moment, j'ai des mollets blindés. Du coup, non, j'ai des problèmes de mollets en ce moment, du coup, booster à fond. Non, chaussettes de compression. Alors Agathe, elle a une jolie genouillère ici, donc oui. Elle a oublié. Moi, chevillère, qui est vitale en fait aujourd'hui. Et après, un soupule de compression. Voilà. Ok. Récupération, nutrition, prévention des blessures, est-ce que vous avez des petits tips à donner au lieu de la récupération après les matchs, votre La bière de récup, c'est un mythe. C'est vrai, c'est un mythe. C'est un mythe, c'est-à-dire ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Alors ça a un effet, mais pas de suite après l'effort. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais bien sûr, il y a des études, ma sœur. Mais bien sûr que si. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous faites attention ou pas vraiment? Si, un minimum. Un minimum avant les matchs. Elle est plus concentrée, donc je vais répondre à tes questions. Un minimum, on fait quand même attention à ce qu'on va manger avant un match, avoir la dose de protéines. On va chez Flunch. On va chez Flunch. Mais la dose de protéines, de féculents, de légumes, enfin, on fait vachement gaffe à ça. Après la récup, je sais pas comment elle fonctionne, mais moi je sais que je fais hyper gaffe et je vais souvent voir les kinés. Alors pas ici parce que j'ai pas eu l'occasion, mais j'allais souvent voir les kinés pour la récup, quoi. Et du coup on est très bien suivi par les kinés. On a aussi Vivalto, donc c'est une salle de muscu. Cœur sur vous les filles, vous êtes énormes. C'est une salle de muscu où aussi, on a le droit aussi au bain froid. Donc des fois après la thérapie, ouais, la cryo du coup. Après le lundi après les matchs, c'est plutôt pas mal ça. Voilà. Est-ce que vous aspirez, l'interview est bientôt terminée, hein. Est-ce que vous aspirez à évoluer à un niveau plus élevé? Et si oui, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place ou vous envisageriez de mettre en place pour atteindre un niveau plus élevé? Alors, moi déjà, je pensais jamais pouvoir atteindre ce niveau-là. Donc je vais jamais dire jamais. Si mes performances et mon individualité fait que
peux monter plus haut, si on me le propose, pourquoi pas. Mais je préfère pas mettre la charrue avant les bœufs. Et je peux plus là, je suis en train de descendre. C'est bientôt terminé. Et si on me propose de jouer plus haut, pourquoi pas, mais c'est le travail et la rigueur pour pouvoir atteindre ce niveau. Après, peut-être que je l'atteindrai, peut-être pas, je sais pas, mais pour l'instant, on va déjà bien se maintenir en D2 avec l'équipe et après, on verra individuellement. Ouais, il y a des objectifs. Déjà, moi, mon objectif, c'était de réintégrer la D2. Normalement, en fin de saison, c'est arrivé bien avant, tant mieux. Mais j'oublie pas l'objectif à moyen terme, si vraiment c'est possible de le faire, de retourner en D1. C'est l'objectif premier. Mais avant tout, comme a dit Agathe, c'est le championnat avant tout, c'est l'équipe avant tout, et on donnera tout pour avoir les meilleurs résultats. La D1 avec Rennes, du coup. Mais avec grand plaisir. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Est-ce que vous pensez qu'il vous manque quelque chose aujourd'hui pour progresser, ou vous êtes dans les meilleures conditions, les conditions idéales pour le faire ? Alors les conditions à Rennes, elles sont vraiment... c'est très bien structuré. Les kinés, ils sont toujours... si t'as mal le soir, le lendemain, t'as un rendez-vous à 8h. T'es très bien suivi. Les entraînements, ils sont super. On peut même faire spé. Enfin, on est vraiment très très bien suivi niveau structure. Est-ce que vous avez un message à faire passer à l'audience, un remerciement, quelque chose à dire pour terminer cette interview ? Elle va dire une connerie. Moi, je pense que la chose que je veux dire pour terminer, c'est toujours croire en ses rêves. Okay. Voilà. Comment on dit en anglais ? En anglais ? Oui. Always believe to your dreams. Après, tu peux dire never give up. Hein. Moi, je dirais, c'est pas parce qu'on a un parcours atypique qu'on peut pas aller en haut niveau. Parce que moi, j'ai eu un parcours atypique, j'ai pas fait le pôle, j'ai pas fait de centre de formation, j'ai rien fait et je me retrouve en D2. Donc, si ça peut aider les plus jeunes, let's go. Ok. Merci beaucoup. De rien. Bonne soirée. Comme prévu, je vous enverrai tout. Et puis, merci beaucoup. Bonne chance pour le découpage. Ça va, je commence à être formé, je commence à bien manier. Merci beaucoup en tout cas. Si vous avez aimé la vidéo d'Agathe et de Sarah, je vous invite à la liker, à la partager sur vos réseaux sociaux et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube de shophandball.com pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et je vous remercie pour votre attention. C'était Nicolas pour shophandball.com, spécialiste handball en ligne. Ciao! Je t'aime vraiment bien pour faire ça, hein, parce que je déteste. Tu sais faire ça, c'est copain. Ça tourne bien. Ça tourne bien. Je sais pas pourquoi.